Eh bien, chers amis de LTC Live, nous allons interviewer Armand Bémer. Bonjour Armand. Bonjour Jean. Alors Armand, tu peux te présenter s'il te plaît au lecteur ? Alors très rapidement, Armand Bémer, je suis originaire du pays des trois frontières, donc du côté de Sierre-les-Bains, Thionville, un petit village luxembourgeois Schengen que le monde entier connaît maintenant. Donc le luxembourgeois est ma langue maternelle. Après des études secondaires au lycée Charlemagne à Thionville, j'ai fait des études supérieures en anglais à Metz. Je suis devenu professeur d'anglais et depuis ma retraite, j'ai la faiblesse d'écrire et d'être publié. Alors toi, tu sévis autant dans le roman que dans la poésie ? Alors j'ai commencé par la poésie, cher Jean, un peu comme vous, je crois. Je me suis auto-édité à compte d'auteur, vous savez pourquoi. Et puis, Tu as le droit de me tutoyer comme dans la vie. Hein. Ah d'accord, on peut être copains à l'antenne. On peut être potes même à l'antenne. Ouais. D'accord. Donc voilà, on va pas faire comme à la télé, on se connaît, et voilà, et on est copains. Oui Jean, tu sais que la poésie c'est une difficulté pour être publié. Donc je m'étais fait 2 recueils pour me faire plaisir à compte d'auteur. Depuis j'en ai fait un 3e. Et entre-temps, comme j'avais écrit de la prose autour de mon pays de Sierck, de mon pays thionvillois, de la Moselle, ce que j'appelle... C'est sur le terroir, mais il n'y a pas quelque chose sur le romantisme, il me semblait un petit peu. Ouais. Tu parles un peu d'amour aussi. Hein. Alors je parle, oui bien sûr d'amour, surtout dans le dernier d'ailleurs, dont on va parler tout à l'heure. Mais j'ai consacré un ouvrage à la guerre de 14-18. Alors il est évident que dans... Juste dans la poésie, excuse-moi de te couper, tu aurais un petit vers à nous citer éventuellement qui te revient de mémoire de toi ? Alors, j'adore te lire. Hein. C'est gentil, mais écoute, je suis très mauvais. Je ne connais pas mes textes par cœur. Hein. Ou un vers qui te vient en tête comme ça. Alors, je vais y réfléchir. Même un vers d'un autre auteur. Hein. Ah, un vers d'un autre auteur. Écoute, je fais souvent... Quelque chose qui te plaise. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue que j'aime et qui m'aime, qui n'est jamais chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, qui m'aime et me comprend. Voilà, c'est le copain Popol qui est né pas loin d'ici, Paul Verlaine. Ah, très belle référence, un pote qui est né à Metz, hein, un autre pote à nous. Voilà, c'est mon rêve singulier, je crois. Voilà. Donc après, tu as fait une transition, tu m'excuses, je t'avais coupé, tu étais passé sur le roman. Hein. Donc là, c'est dans les années combien à peu près ? En 2012, c'était pas encore vraiment du roman, c'était plutôt des nouvelles, c'est-à-dire ce que j'appelle des chroniques, des écrits. Là, je n'arrivais pas à tenir 200 pages, par exemple, pour faire un roman d'une certaine tenue, avec des personnages. Donc je faisais plutôt des chroniques inspirées de mes souvenirs d'enfance. C'est pas mal autobiographique, c'est au pays... Un peu comme le Schronberg, un peu Voilà, c'est ça. Écoute, ce bouquin-là, pas pour te flatter, mais je l'ai bouquiné 2 fois, 2-3 fois. Hein. Sierck, voilà, au pays de Sierck. Alors après, le Stromberg dont tu parles, donc ça, ce sont des correspondances. C'est un roman épistolaire. Ça, ce sont des correspondances de 15 soldats fictifs, hein, qui, un soir de libation, de fête de la Saint-Jean, comme par hasard. Voilà, au Stromberg, d'où on lance la roue enflammée. Voilà, au solstice, voilà. En 14, ces jeunes-là, ils ont un peu bu, ils se demandent, dis donc, il paraît qu'il va y avoir la guerre. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire, vous, si on vous appelle sous l'uniforme ? En sachant que c'est l'uniforme Feldgrau de Guillaume II, bien sûr, c'est le casque à pointe. Donc c'est une couleur cacadois. Voilà, couleur de la terre, Feldgrau, le gris terre. Et ces jeunes, il y a 3 groupes. Moi, je crée 3 groupes forcément pour pouvoir présenter les 3 thèses en vigueur à l'époque. Il y a ceux qui sont loyalistes, légitimistes, qui aiment bien cet empereur, ils sont allemands depuis 40-45 ans. Ils disent, on va servir sous l'uniforme du Kaiser, voilà. Et puis, au milieu, il y a un séminariste qui est plutôt un pacifiste, qui dit, aimez-vous les uns les autres, on peut pas, celui qui utilise l'épée périra par l'épée, donc lui, il est plutôt pour la paix. On perd le discours, quoi. Tout à fait. Voilà. Et puis de l'autre côté, il y a plutôt des francophiles. Parce qu'il y a encore des familles qui ont développé le culte du français, de l'amour de la France, malgré 40 ans d'annexion allemande, qui ont des cousins du côté de Lunéville, Nancy. Donc ils savent que s'ils vont au front, si la guerre éclate, ils vont devoir combattre leurs cousins. Et là, ça les embête franchement, quoi. Donc ils sont un peu francophiles. Donc on a les germanophiles. Le séminariste pacifiste qui fait ses études d'ailleurs à Metz, au séminaire, et puis les francophiles qui sont un peu embêtés quand même. Voilà. Et donc ils partent au front
Ça me permet moi de revisiter les 4 années de guerre avec les différents épisodes que moi j'ignorais à l'époque, puisque je ne suis pas historien, hein. Je suis professeur d'anglais à la base. La guerre, c'est plutôt une détestation chez moi. Donc je connaissais de la guerre Sarajevo, Verdun, mais par exemple... Chemin des Dames, etc. Voilà, avec de très beaux textes, d'ailleurs j'ai écrit des textes là-dessus. Mais figure-toi que je ne voyais pas le rapport entre Laurence d'Arabie, par exemple, et la guerre de 14-18. Voilà. C'est en plein dedans. Hein. Voilà. Et ensuite, l'entrée en guerre des Américains, qu'est-ce que ça a comme incidence? Je ne savais pas. Ça c'est en 17, ouais. Voilà. Et de même, les événements d'octobre 17, la révolution bolchevique. Révolution bolchevique, ouais. Voilà. Eh ben, j'avais jamais réfléchi au rapport avec la Première Guerre. Laurence d'Arabie qui fédérait les Arabes contre les Ottomans pour créer une nation arabe pour la chute de l'Empire ottoman, quoi. Une bonne partie du moins. Voilà, exactement. Et qui avait promis à cette nation arabe, pan-arabe, qu'à la fin de la guerre, les Alliés, notamment les Anglais, leur octroieraient de vastes territoires sur lesquels ils pourraient installer un royaume d'Arabie, par exemple. Et ce cher Laurence d'Arabie, il va se trouver roulé dans la farine en 1919 à la conférence de Paris, où on se rend compte qu'entre-temps, il y a eu des arrangements entre les Français et les Anglais, les fameux accords Sykes-Picot, qui ont déjà attribué, si on veut, partager ou attribuer un protectorat à ce qui deviendra le Liban, la Syrie, l'Irak et les pauvres Arabes. Et la Palestine aussi. Et la Palestine, voilà. La chute de l'Empire ottoman à la fin de 14-18. Hein. La Jordanie également, les pauvres Arabes, ils attendent toujours. Et ça explique en grande partie leur frustration et toutes les rancœurs qu'ils peuvent avoir à l'encontre des alliés de l'époque, des Français et des Anglais. Voilà. Donc j'ai découvert tout ça, tout ce maelstrom, j'ai mis tout ça en musique, en essayant de me situer du côté allemand, puisque mes soldats sont allemands, mais forcément dans les tranchées à Verdun, ils vont rencontrer Maurice Genevoix, ils vont rencontrer Jean Giono, ils vont rencontrer Blaise Sandra. Apollinaire, bien sûr, et puis d'autres, les grands qu'on connaît, Ernst Jünger pour les lignes allemandes. Et donc j'ai essayé de mettre en musique tous ces événements. Colette également, la grande Colette qui vient voir son amoureux dans les lignes françaises du côté de Verdun en se faisant passer pour une infirmière. J'ai découvert que Agatha Christie avait été infirmière également. Tout à fait, ouais, effectivement. Et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai essayé les grands poètes anglais aussi, Wilfrid Owens. J'ai essayé de composer une fresque, voilà, à partir de ces courriers, de ces soldats qui se sont donné rendez-vous à la fin de la guerre. Seulement pour eux, la fin de la guerre, ça devait être, souvenez-vous, ils sont au Stromberg en 14. En juin, la fin de la guerre, c'était à Noël, quoi. Tout le monde portait la fleur au fusil. On devait se retrouver à Noël sur le Stromberg. C'est la der des der à l'époque ? Absolument. On va se retrouver sur le Stromberg et on boira un coup à la victoire, bien entendu. Rendez-vous dans 10 ans comme Patrick Bruel, pardon. Exactement. Oui, sauf que là, c'était même dans 6 mois. Et les pauvres, alors ça sera ni à Noël 14, ni à Noël 15, ni à Noël 16, ni à Noël 17. Et à Noël 18, c'est un premier épilogue. Il en manque plein sur les 15. Il en manque plein. Et puis franchement, ils n'ont pas envie de faire la fête. Parce qu'ils sont quand même plutôt écœurés par tout ce qu'ils ont vu. La jeunesse européenne qui a été fauchée par la mort, notamment beaucoup d'agriculteurs. Voilà, par exemple. Et puis ce que moi je vais appeler la double peine. En 18, on se rend compte qu'on a gagné la guerre. Cocorico, les Français ont gagné la guerre, mais eux l'ont perdue. Et on leur dit « Bienvenue dans votre beau pays de France », sauf qu'on leur joue quand même un sale tour. On les classe en 4 catégories, les A, B, C, D. Il faut qu'ils prouvent qu'ils ont le droit de redevenir français. On leur interdit d'écrire ce qu'ils veulent sur les monuments aux morts. Il n'est pas question d'écrire mort pour la France, évidemment, ni même mort pour la patrie, ni même mort pour l'empereur. Donc ça va... poilu côté allemand. Donc ça va créer... Il n'y a pas de poilu du côté allemand. Il n'y a pas de poilu côté allemand, c'est le Feldgraue si vous voulez, mais il y en a beaucoup qui, à partir de ce moment-là, quand ils vont se rendre compte que c'est des boches, qu'ils ont perdu la guerre, même si tout le monde les acclame en vainqueurs avec des cocardes tricolores, ils ont perdu la guerre. Et qu'est-ce qu'on va inscrire sur les monuments aux morts ?
Et l'administration française qui a été missionnée par Paris en novembre pour s'occuper un peu de ces provinces, recouvrer l'Alsace et la Moselle germanophone pour mettre un peu d'ordre là-dedans, va leur dire vous n'allez pas écrire n'importe quoi sur les monuments aux morts, hein, parce que c'est l'État français qui dit chaque commune, chacune des 36 000 communes devra ériger son monument aux morts au milieu du village pour rendre hommage à tous ces glorieux disparus. Mais quand les Mosellans décident en conseil municipal de construire un monument, la question se pose de savoir où on va le mettre. Et les autorités françaises disent pas question de le mettre au milieu du village. Donc mettez-le plutôt près de l'église, dans le cimetière, dans un coin qu'on ne le voit pas trop. Alors que dans le reste de la France, il est souvent au centre du village. Hein. Honneur aux vainqueurs. Et en plus, il n'est pas question d'écrire sur le monument mort pour la France, etc. Mort pour la France, ni même mort pour l'empereur. Il n'est pas question de citer le nom du régiment de ces soldats. Donc on va proposer à ces gens d'utiliser une formule banale du genre à nos morts, Oui, tout à fait. où la commune de X a ses enfants tombés en guerre. Voilà, donc des formules vagues. À Metz, on a un monument comme ça sur l'esplanade. C'est quand même un poilu, mais il y a marqué à nos morts. Alors attention, oui, parce que ce poilu, je crois, cet homme que tient la dame, peut-être la Vierge, je ne sais pas, qu'elle tient... Je parle pas du monument aux morts, hein, je parle du monument qui est l'esplanade, tu sais, en face du tribunal. Là, c'est un poilu, mais il y a marqué à nos morts aussi. Oui, d'accord. Mais avec une incongruité à ce moment-là, si je peux me permettre, mais je ne suis pas historien, c'est qu'on érige un monument aux poilus alors qu'il n'y avait pas de poilus à Metz. On est tout à fait d'accord. Alors là, la petite histoire, c'est qu'en fait, le poilu regarde en direction qu'on s'appelle de Verdun. Et c'est le retour à la patrie. C'est un peu comme l'image, tu sais, qu'il y avait sur la place royale où la statue de Louis XV avait été érigée par son beau-père, donc Stanislas, en vue du retour à la France de la Lorraine. C'est un peu le même principe. D'après ce que j'ai compris. Mais puisque tu évoques le monument aux morts, le vrai monument aux morts, je crois avoir appris depuis Une piéta, ça. que la Pietà tient un homme dans ses bras qui n'a pas d'uniforme. Oui, parce qu'avant, il y en a un qui a été fait par les Allemands, après revisité par les Français, revisité par les Allemands, puis après on s'est dit on fait un truc pour tout le monde. Quoi. Voilà, donc C'est un truc universel, un monument universel. ce soldat symbolise donc et les Français et les Allemands morts à la guerre, et puis l'universalité des combats, comme tu dis. Donc c'est hommage aux combattants, quels qu'ils soient. Voilà. C'est d'ailleurs assez gonflé, je trouve. Ils ont eu beaucoup de courage de faire ce monument à Metz. C'est bien, je trouve, c'est bien. Alors, deuxième partie de l'interview, et on passera donc par ton dernier roman, Armand. Donc, Les Amants terribles de Metz à Lady Chatterley, publié chez notre ami Sébastien Wagner, par édition Parège Littérature. Tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à cet ouvrage ? Oui, l'intrigue est la suivante. Pendant que je travaillais sur cette chronique de 14-18, j'ai découvert la famille von Richthofen, dont l'un des glorieux, entre guillemets, représentants, c'est Manfred von Richthofen, alias le Baron Rouge. Cet aviateur... Le fameux aviateur As des As. As des As, exactement. Appelé par les Anglais le Baron Rouge parce qu'il a peint sa carlingue en rouge et qu'il est redouté de tout le monde. Et il finira d'ailleurs abattu lui-même avec 80 morts à son actif, 80 avions abattus à son actif. Et ce que j'ai découvert, c'est que Manfred von Richthofen, il est d'une famille allemande, bien entendu, mais qu'il avait des cousins à Metz. C'est la famille von Richthofen qui habitait Metz, qui habitait Rempart Saint-Thiébaut notamment. Le papa était ingénieur hydraulique après avoir été un officier blessé en guerre devant Belfort en 71. Mais ensuite, il obtient un poste civil dans l'administration. C'est lui notamment qui va assainir la rue des Tanneurs, rectifier le cours de la Seille avec ses collègues. Livré avant au traitement des peaux de bêtes par les tanneurs. Bien sûr. D'où le nom. La Seille. D'où le nom de Haute-Seille. Et ça puait parce que c'est un égout à ciel ouvert. Absolument. Donc problème d'hygiène, problème. L'eau était excellente pour les peaux. D'accord.
Mais les gens qui habitaient là n'avaient pas de peau. C'est un moment donné, ouais. Parce qu'ils avaient des maladies assez gênantes. Donc on va assainir tout ce coin, on va dévier le cours de la Seille. Et ce papa von Richthofen, Friedrich, de son prénom, est notamment chargé de ça. Et Friedrich, il a 3 enfants avec sa femme, Anna, née Marquier, une famille française. Il a 3 enfants, 3 filles, une certaine Else, qui est née à Château-Salins, qui va connaître un parcours assez particulier. J'encourage tes auditeurs à se reporter à des recherches sur Internet. Il a une autre fille qui s'appelle Frida, qui m'intéresse en l'occurrence, et une 3e fille qui s'appelle Johanna. Ces 3 jeunes filles vont vivre à Metz. Elles sont ados à Metz, elles connaissent la démolition des remparts du côté de la tour Camoufle. Oui, comme par hasard, encore moins. Mais tout est lié. Et ce matin, je me suis garé rue du Rempart Saint-Thiébaut. Donc Frida, elle est née là en 79. Frida, c'est une jeune fille très libertine, très libre. Voilà. Elle aime bien que les officiers lui fassent la cour. Elle aime bien aller au bal avec les garçons. C'est un peu un garçon manqué. Elle va se marier, je raccourcis l'histoire, hein. Elle va se marier avec un professeur anglais, un linguiste. Elle va vivre à Nottingham où elle aura 3 enfants. Puis Nottingham en Angleterre ou... Absolument. Nottingham, voilà. À Nottingham, ce professeur anglais, qui est réputé, a un étudiant qui s'appelle David Herbert Lawrence. D.H. Lawrence, qui est mondialement connu pour l'ouvrage qu'il va écrire plus tard, L'amant de Lady Chatterley. Voilà. Or, cet étudiant va rencontrer brièvement Frida von Richthofen, mariée en Angleterre, et il va tomber amoureux d'elle. Il lui dit, mais il lui écrit, vous êtes la femme la plus merveilleuse de toute l'Angleterre. Il lui écrit, c'est attesté, quoi. Et il lui dit, venez, quittez votre mari, quittez vos enfants, partons ensemble, vous êtes la femme de ma vie, je veux vous rendre heureuse. Vous n'êtes pas très heureuse avec votre mari qui après tout a 15 ans de plus que vous et qui vous s'occupe pas de vous. Vous êtes prise dans les convictions sociales, les contraintes sociales. Contingencement, etc. Voilà, haute bourgeoisie anglaise, elle s'embête un peu. C'est l'ennui, quoi. Voilà, elle s'ennuie mortellement. Or, elle a rêvé d'autre chose, voilà. Elle a épousé ce monsieur parce qu'il lui donnait une condition sociale, enviée. Elle a des domestiques à la maison, elle s'ennuie à mourir, voilà. Il lui a même permis de faire des traductions d'œuvres de poésie, de traduire des poètes allemands en anglais, voilà. Bon, mais la Frida, elle s'ennuie. Et la proposition que lui fait ce jeune homme, D.H. Lawrence, finit par la séduire. Or, il se trouve que le baron Friedrich fête son jubilé de 50 ans à Metz en mai 1912. Toujours notre baron où je suis. Hein. Absolument, notre baron Friedrich. Et Frida dit à Lawrence, écoute, puisque tu veux vraiment qu'on parte ensemble, moi je te promets rien, j'ai 3 enfants, mais viens, je dois aller prochainement en Allemagne pour le jubilé de mon papa. Ben viens avec moi. Et ils viennent effectivement le 3 mai, ils prennent le train, puis le bateau, et ils viennent dans cette belle ville d'Allemagne qui s'appelle Metz. Metz, voilà. Et là, ils vont vivre 4 jours un peu tendus, parce que lui est là incognito. Comme elle est mariée, elle est quand même en situation d'adultère, elle ne dit rien à ses parents. Elle ne dit pas qu'elle est avec un ami anglais. Elle va l'installer quand même au Deutscher Hof, qui est un peu se situe à l'endroit du foyer Mozart, à l'heure actuelle, rue Mozart. Elle l'installe là et elle lui dit, écoute, je reviendrai te rejoindre quand je pourrai. Mais là, vraiment, demain, il y a le jubilé de mon papa. Il y a tous les officiers, tous les officiels. Je ne peux pas t'emmener décemment. Ils vont faire une crise. Voilà. Et lui, il va donc en profiter pour découvrir Metz. Il va aller à la cathédrale. Il va découvrir la ville vieille, l'ancienne ville, avec sa pierre de Jaumont, la cathédrale. Et puis, quand ils vont se retrouver, 2 jours plus tard, après le jubilé que je décris à ma façon, c'est un roman biographique, hein, je m'appuie sur des faits réels quand même, ils vont se promener, elle l'emmène vers les fortifications, vers le fort Moselle sans doute, où ils allaient jouer enfants avec ses sœurs et ses copains officiers. Voilà. Et là, ils se font arrêter pour espionnage, parce qu'ils parlent tantôt anglais, tantôt allemand,
peut-être même un peu... C'est pas bien vu du coup. C'est pas bien vu du tout. Il se fait arrêter pour espionnage. Hein. On est en fortification militaire. Et alors là, ça devient franchement rocambolesque, puisque le soldat qui les arrête leur dit « Je vais vous faire emprisonner ». Et Frida se défend en disant « Mais attendez, je suis baronne, moi. Je suis la fille du baron. Friedrich von Richthofen, vous allez avoir des ennuis si vous arrêtez ce monsieur. Ben, moi, je fais ce qu'on me dit de faire. Vous n'avez pas de papier sur vous. Moi, je ne vais pas vous croire. Ben, téléphonez à mon père. » Donc, voilà. Donc, moi, c'est moi qui imagine cette affaire. Elle téléphone à son père et son père va pouvoir finalement sortir Laurence du pétrin. Elle va le sortir du pétrin, l'empêcher d'être... lui éviter la prison. Mais en contrepartie, il lui dit bah, dis donc, ton ami anglais, là, déjà tu aurais pu m'en parler, bah, amène-le donc au thé tout à l'heure, à 17h. Amène-le à Montigny. Ils habitent 4 rue Franchet d'Espéret, à Montigny. Donc ils vont à l'heure du thé, où Lawrence fait connaissance des 2 autres sœurs qu'il avait déjà croisées quand même en ville, de la maman et du baron. Voilà. Et puis tout se passe à peu près selon les conventions sociales de l'époque. Vous prendrez bien un peu de thé, etc. Voilà. Il découvre la maison du baron. Il s'entretient un peu avec le baron. Mais à un moment donné, le baron prie sa fille Frida de l'accompagner dans son bureau et va lui passer un sacré savon. En lui disant qu'elle est vraiment une mère indigne, qu'elle a 3 enfants, qu'elle se donne en spectacle avec cet étranger, qu'entre-temps le mari, le vrai mari... C'est contraire aux conventions d'époque. Mais bien sûr, bien sûr. Et le mari qui est désespéré, c'est que sa femme est partie au jubilé, certes, mais il a entendu dire qu'elle était accompagnée par un homme et il ne sait pas qui c'est. Donc il envoie des télégrammes un peu vengeurs, violent aux parents à Montigny. Il leur demande que fait Frida, avec qui est-elle, demandez-lui qu'elle m'écrive, qu'elle me tienne au courant. Voilà. Et c'est ainsi que le baron Frida dit à Frida, le baron Friedrich dit à Frida, notez d'ailleurs, tiens, intéressant, il porte le même prénom un peu, qui veut dire la paix d'ailleurs, hein, Friedrich Frida. Elle s'appelle Frida à cause de son père, quoi. Et il dit à Frida, écoute, moi je veux que tu mettes fin tout de suite à cette affaire qui est insensée et demain tu le mets au train pour Trèves et je ne veux plus entendre parler de lui et tu rentres en Angleterre t'occuper de tes enfants. Voilà, donc je vais raconter ces 4 journées horribles à Metz. C'est lui qui dira dans un roman autobiographique qu'il a passé 4 journées horribles. Il va à Longeville, il voit aussi la soldatesque allemande. Il y a plein d'Allemands, il y a 25 000 soldats allemands. C'est une place forte ici. Hein. Voilà, 25 000. D'où la gare qui est équipée en conséquence. Ah ben bien sûr, donc il découvre il découvre tout ce nouveau quartier. Pour débiter de la pièce d'artillerie, de la cavalerie et de l'homme à pied ou à cheval. Hein. Bien sûr, et les établissements que nous connaissons comme le lycée Georges de Latour, le collège Georges de Latour, sont à l'époque des casernes pour les soldats, régiments bavarois, etc. Voilà. Donc c'est le début de mon histoire, ces 4 journées horribles. Et ensuite, les amants vont quand même se réunir et ils vont faire ce que j'appelle l'escapade amoureuse qui va durer une bonne année. Ils filent en Bavière, ils filent au lac de Garde, ils filent le parfait. Un beau coin ça, hein. Un coin romantique par excellence. Hein. Exactement. Lac de Caume et tout. Exactement, exactement. Ils vont... C'est presque l'époque de Stendhal, mais avec un peu de retard. Là. Alors, c'est l'époque des peintres allemands, du Cavalier Bleu, du Blauer Reiter, que Frida a connu à Munich. Voilà, elle va évoquer tout ceci avec D.H. Lawrence. Elle va lui faire découvrir aussi la psychanalyse avec Otto Gross. Meine Freud. Oui, exactement, qui est le disciple d'Otto Gross. Et l'hystérie de la femme qu'on définissait comme telle à l'époque, mais c'est plus réel maintenant. C'est un peu dépassé la psychanalyse. Exactement, mais à l'époque ça l'est pas. Mais Frida, elle est subjuguée quand même par ce qu'elle a découvert de la psychanalyse, qui dit en gros, femmes, libérez-vous de vos oppressions. Beaucoup de frustration à l'époque. Jetez vos maris, vivez seul, vivez libre. Vous avez des talents. Ce dont Freud a bien profité déjà.
Bien sûr. Ah oui, sur le canapé, sur le divan. Hein. Oui, d'où l'expression promotion canapé sur mon je plaisante. Hein. D'accord, d'accord. Petite blague pour faire rigoler. Bon, je te laisse la responsabilité. J'assume. Voilà. Bref, ils vont vivre une année d'amour et d'eau fraîche, mais sans le sou, hein, sans le sou. L'amour et d'eau fraîche. Alors. Ah oui, Madame la baronne ne sait pas cuisiner un œuf. Monsieur est fils de mineur, je ne l'ai pas dit. Alors là, on a déjà l'opposition de classe qu'on va retrouver dans l'amant de Lady Chatterley. Hein. Elle est baronne dans l'amant de Lady Chatterley. Elle va s'éprendre d'un garde-chasse avec lequel elle va pouvoir donner libre cours à ses pulsions amoureuses. Et dans cette vie-là, avec D.H. Lawrence, lui est fils de mineur. Il a 3 fois rien. Il a 15 shillings pour un manuscrit qu'il vient de déposer. Et elle n'a rien. Par contre, elle adore folâtrer dans l'herbe. Elle adore nager nue dans la rivière Isar, près de Munich. C'est Woodstock avant l'heure. Absolument, tu ne crois pas si bien dire, parce qu'il y a une communauté que je qualifierais très vite de hippies, une communauté utopique de hippies à Monte Verita, en Suisse, près de Ascona, près de la ville d'Ascona, où les théosophes qui appliquent les enseignements de Rudolf Steiner, où les théosophes se sont installés et essayent de vivre une vie libre, sans contraintes sociales. Retour à la nature, l'amour, etc. Exactement. C'est le mythe du Nouveau Monde, mais version vieille Europe. Quoi. Exactement. Ils vivent nus, dans les arbres, ils deviennent végétariens, d'ailleurs. Donc il y a toute une réflexion sur le rapport à la nature, la Lebensreform, et ils mettent en pratique ces événements. Et D.H. Lawrence va en entendre parler et plus tard, il voudra fonder lui-même sa communauté utopique. Voilà, ça va être sa quête. On est plutôt en Angleterre, là. Alors, il va chercher un coin, il n'en trouvera pas. Ensuite, ils vont se marier. Il y aura l'épisode des 4 ans de guerre où ils sont mal vus parce qu'elle est une Allemande avec un cousin qui s'appelle Manfred von Richthofen. C'est mal barré, là. Hein. Voilà. Lui est un Anglais qui n'est pas persuadé de vouloir faire la guerre. Voilà. Ils sont isolés, ils sont surveillés par la police, ils vivent en Cornouailles où les sous-marins allemands donnent un coup de main aux indépendantistes irlandais. Souvenez-vous, les Pâques sanglantes, 1916. Donc ils ont tout contre eux. Ils ont tout contre eux. Ils sont exclus de Cornouailles, ils viennent vivre à Londres comme des chiens. Comme des chiens maudits, surveillés par la police. Ils n'attendent qu'une chose, la fin de la guerre et des passeports. Mais les passeports, ça va pas si vite, ma bonne dame. Vous êtes bien mariée, mais vous êtes d'origine allemande. Et ainsi de suite. Donc c'est très compliqué. C'est un nœud juridique en même temps, quoi. Absolument, sur fond de patriotisme exacerbé du côté anglais, du côté allemand. Et français aussi. Et français, bien sûr. Donc ils vont pouvoir partir en 1919. Après ces fameuses conférences que j'évoquais tout à l'heure avec l'autre, Laurence d'Arabie, ils vont pouvoir partir et lui, à ce moment-là, va se mettre en quête d'un endroit pour monter son paradis, sa communauté utopique. Et il va aller là aussi de désillusion en désillusion parce qu'il lui faut des disciples, il lui faut des gens qui financent. Il n'a rien de tout ça. L'utopie n'est pas gratuite. Hein. Non, il va mettre des années. Et finalement, après beaucoup de péripéties, leur point de chute, ce sera Taos, au Nouveau-Mexique. Là, ils sont accueillis par une mécène qui va mettre à leur disposition un ranch qui les accueille librement. Elle accueille des artistes, des tas d'artistes dont vous découvrirez l'identité un peu plus loin dans mon bouquin. Quand même, je cite Frida Kahlo, Diego Rivera. Frida Kahlo qui fait des dessins très naïfs comme ça, j'adore. Magnifique, avec des très belles couleurs. On dirait un peu le douanier Rousseau version Frida Kahlo. Quoi. Oui. Sauf qu'à l'époque, elle était très torturée puisqu'elle avait été victime d'un accident. C'est terrible. Voilà. Beaucoup de choses que je vous raconte ont été évoquées ici au Centre Pompidou, Metz, à la faveur de quelques expositions récentes. C'est assez fabuleux. J'ai pu faire des croisements dans mes propres lectures et dans mes propres... J'en suis inspiré pour des poèmes. C'est Frida Kahlo. Très intéressant, très intéressant. Voilà, Georgia O'Keeffe, qu'on a vu aussi, son mari le photographe Stiglitz, qui demandera à D.H. Lawrence s'il peut publier certaines de ses toiles. Bref, ils vont finir leur vie à Taos, mais lui souffre de tuberculose.
qu'il a depuis... C'est le mal de l'époque, ça aussi déjà. Parce qu'il est mineur, fils de mineur. Hein. Enfin, il n'est jamais descendu dans la mine, mais dans son environnement, vous imaginez. Congénital. C'est la sidérurgie, et puis c'est surtout les fumées d'usine. Hein. Ils vivent dans un quartier d'usine, ils vivent dans... Le froid, le chaud, etc. Il y avait beaucoup de gens dans la marine qui passaient du charbon, enfin des chaudières au pont et qui attrapaient la tuberculose. Et puis l'Angleterre, c'est pas terrible comme climat. Il y a des usines plutôt humide, on va dire. Qui recrachent les fumées, le fog, le smog. Donc voilà, il souffre de tuberculose, effectivement. Il en mourra d'ailleurs un peu plus tard. Voilà. Et donc, pour avancer dans notre histoire, à cause de cette tuberculose qu'il doit soigner, ils reviennent en Europe. Donc il revoit sa belle-mère. Sa belle-mère est à Baden-Baden à ce moment-là. Il va souvent à Baden-Baden, où elle est morte d'ailleurs. Oui. Là, j'ai eu des petits échos du service des états civils, des affaires des cimetières de Baden-Baden l'année dernière. Voilà. Et puis, c'est de nouveau l'Italie où il conçoit ce fameux roman un peu sulfureux, L'amant de Lady Chatterley, après beaucoup d'autres romans, après des essais sur la psychanalyse, sur Jung. C'est un touche-à-tout, de la poésie aussi, et de la peinture. Il est très influencé par Cézanne, il aime beaucoup Cézanne, avec la lumière du sud de la Méditerranée, de la Provence. Et puis comme il est vraiment mal en point, on lui conseille de revenir à Vence. Et c'est à Vence, je puis le dire, qu'il va finalement décéder en 1930. Son ouvrage L'amant de Lady Chatterley, il en fera 3 versions. Il sera censuré pour outrage aux bonnes mœurs, obscénité et pornographie. Il sera censuré en Angleterre. Mais il y a des copies qui circulent sous le manteau en Italie et en France, qui seront publiées notamment avec une préface d'André Malraux. En France, dans les années 30. Voilà. Mais en Angleterre, cet ouvrage ne sera autorisé qu'en 1960. Ah oui, carrément, il y a une censure à ce point-là, quoi. Il faudra 30 ans pour que son éditeur, les éditions Penguin, puissent obtenir l'autorisation de le publier. Voilà cette histoire. Fabuleusement intéressante, palpitante, effectivement. Là, le prochain ouvrage que tu as sur le feu, c'est quoi ? Alors, c'est tout à fait différent. Là, je reviens à mes amours locales, lotharingiennes et luxembourgeoises. Nous travaillons avec un ami à un ouvrage qui s'appellera « Les sobriquets du pays thionvillois » en langue francique luxembourgeoise. Voilà. Il existe un collectage d'à peu près 100-150 sobriquets sur des villages. Les sobriquets, ce sont des petits mots insultants qu'on disait à propos des villageois du village d'à côté pour se venger d'eux. Très méchant et fondé sur rien. Donc ça c'est mon nouvel ouvrage sur lequel je travaille déjà. Et puis pour ne rien te cacher, puisque tu es sensible à la poésie, j'ai en tête aussi un ouvrage bilingue. J'aimerais faire un ouvrage bilingue français luxembourgeois, s'appuyant sur des photos noir et blanc, autour des pierres. Voilà, les pierres sont vivantes, les vieilles pierres sont vivantes. Voilà, Altstein sie leben en luxembourgeois. On conclut cette interview. Je voulais te poser une question. Alors, le thème de notre salon du livre cette année à Metz, c'est le désir, les désirs. Alors, c'est quoi pour toi les désirs ? Les désirs, c'est d'abord le désir de faire ce qu'on a envie de faire. C'est le désir d'être libre, le désir d'aimer, le désir d'exprimer des idées même qui ne plaisent pas à tout le monde. C'est une porte ouverte sur la liberté, je dirais. Voilà. Eh bien, Armand, je te remercie en tout cas, c'était super cool, et puis hyper intéressant et très riche en matière surtout. C'est moi, Jean, merci beaucoup. Alles klar, kein Problem ? Et bon, kein Problem et bonne continuation à toi. Ciao, merci. Et à ta tour, camoufle. Et la tour Eiffel de Metz, voilà. En version petite. Chère à mon cœur et toute proche du domicile de Frida von Richthofen, qui est allée aussi au pensionnat Sainte-Chrétienne. Intéressant alors. Étonnant, oui. Allez, à plus Armand, merci. À bientôt, Jean.